Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite introduction sur les algues. Donc vous aurez un travail à faire ensemble, par groupe, par équipe de 6, où il faudra répondre à un petit questionnaire sur les algues. Donc là, cette vidéo, elle est faite pour ceux qui n'ont pas pu assister à la webconférence qu'on a faite. Donc je vais vous présenter globalement ce que sont les algues et ensuite le travail que vous aurez à effectuer. Donc les algues, on va essayer de donner une petite définition et regarder dans l'arbre de la classification phylogénétique des eucaryotes où se placent les algues que je mets entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Donc les algues, vous les connaissez tous, vous en avez vu sur les côtes. Donc il y a des algues macroscopiques que l'on voit à l'œil nu, c'est ce qu'on appelle les macroalgues, donc on appelle aussi les métaphytes. Et vous avez également les microalgues que l'on ne voit pas, qui sont microscopiques, qui en général sont en suspension dans l'eau. Vous avez des algues qui vivent dans l'eau douce et des algues qui vivent dans l'eau marine. Donc les algues, en fait, c'est un groupe qui n'existe pas en termes phylogénétiques, dans le sens où il n'y a pas d'ancêtre commun général à toutes les algues. C'est un groupe qui a plusieurs branches, qui regroupe plusieurs branches dans l'arbre du vivant. Et on appelle ça un groupe polyphylétique. Alors, au départ, on avait regroupé toutes ces espèces sur le partage d'un caractère qui est finalement la capacité de faire la photosynthèse et aussi sur la partage d'un milieu de vie en milieu plutôt aquatique. Alors maintenant, on sait qu'il y a des algues unicellulaires qui vivent en milieu terrestre, par exemple les cyanobactéries qui sont mélangées aux champignons dans les lichens. Donc les algues, ça permet de décrire un ensemble d'organismes, des zones humides, photosynthétiques, donc qui sont autotrophes. Autotrophe, ça veut dire que c'est capable de produire sa propre matière organique, donc là c'est une autotrophie au carbone, contenant du carbone, à partir de matières minérales, donc en l'occurrence ici c'est du CO2. Déjà ce sont les producteurs primaires, c'est-à-dire que c'est eux qui vont produire la matière organique qui va servir de nourriture pour les niveaux supérieurs dans les chaînes trophiques. Donc on appelle ça les producteurs primaires. Et donc c'est eux qui sont responsables de la majorité de la production primaire au niveau de la mer et des océans. Notez bien que ça regroupe deux grandes catégories d'organismes, les macroalgues qui sont pluricellulaires et benthiques, c'est-à-dire qui vivent accrochés au fond du substrat, au fond de l'eau, enfin sur un substrat solide, alors que les microalgues seront microscopiques et on dirait qu'elles sont planctoniques puisqu'elles vivent en suspension dans l'eau et elles se laissent aller au gré des courants. Donc il y a soit des microalgues unicellulaires, soit pluricellulaires, le séparé ça veut dire cellulaire. Toutes les algues, leurs caractéristiques communes, et c'est ça qui fait qu'on les regroupe finalement dans un assemblage un peu artificiel qui est le groupe polyphylétique, elles possèdent un place, donc un chloroplaste, c'est-à-dire un organite, une structure intracellulaire, microscopique, qui est capable de réaliser la photosynthèse. Ces plaques contiennent des pigments qui contiennent notamment la chlorophylle A et d'autres types de pigments. Et ces pigments vont réaliser la capture de l'énergie lumineuse et éventuellement sa transformation en énergie chimique pour pouvoir produire des molécules organiques. Donc il y a différents grands types d'algues, donc les algues vertes, les algues brunes et les algues rouges. Ces algues vertes, ces algues brunes et ces algues rouges, quand on fera une sortie sur le terrain, donc normalement vous auriez dû en faire une en préoption GE, vous verrez qu'il y a un étagement des algues le long de la côte. En haut, on trouve plutôt des algues vertes. Plus en profondeur, on va trouver des algues brunes. Et encore plus en profondeur, on trouve des algues rouges. À quoi est lié cet étagement? Il est lié au fait que les algues contiennent au niveau de leur chloroplaste des pigments photosynthétiques qui sont différents et qui captent des longueurs d'onde différentes. Si vous regardez, vous avez les courbes d'absorbance, donc c'est les pigments, comme ce qu'on a fait pour l'épinard. Donc l'épinard capte essentiellement les longueurs d'onde dans le rouge et dans le bleu. Il laisse passer le vert, donc c'est pour ça qu'il est vert. Si on regarde, ces longueurs d'onde rouges et bleues pénètrent peu, surtout le rouge pénètre peu en profondeur, et donc elles ne pourraient pas réaliser la photosynthèse si ces algues étaient situées à plus de 50 mètres de profondeur. Par contre, les algues brunes vont avoir un autre équipement de pigments qui notamment leur donne cette couleur brune. Des pigments qui notamment captent des lumières dans le jaune et dans le vert. Et ces lumières pénètrent beaucoup plus en profondeur, ce qui fait que ces algues brunes vont pouvoir coloniser
les strates inférieures le long des côtes. Et les algues rouges, ce sont celles qui peuvent aller le plus en profondeur, liées à un équipement pigmentaire différent également. Elles captent essentiellement les longueurs d'onde vertes et bleues qui pénètrent beaucoup en profondeur au niveau des côtes. Donc on va trouver des algues rouges jusqu'à 100 mètres, par exemple, de profondeur. Après, ça dépend des milieux. Plus vous êtes dans un milieu chaud, plus l'eau va laisser pénétrer la lumière à forte profondeur et donc plus les algues pourront descendre en profondeur le long de la côte. On ne va trouver du coup que des algues en surface par rapport à l'épaisseur totale de la colonne d'eau, puisque il faut qu'il y ait de la lumière et plus en dessous de 260 mètres de profondeur, la lumière n'arrive pas assez à pénétrer et donc la photosynthèse ne peut pas être réalisée. L'année prochaine, avec Madame Gangéré, vous ferez un alguier où vous irez donc sur la côte pour prélever différents types d'algues vertes, d'algues rouges et d'algues brunes pour en connaître les principales caractéristiques. Alors, une partie des espèces d'algues ont perdu secondairement leur place. Par exemple, le mildiou, qui est un parasite de la vigne que vous connaissez. En fait, on sait que si on fait son histoire généalogique, il y a eu des plastes dans dans l'ancêtre commun du mildiou et que ce plaste a été perdu par la suite. Alors on va regarder où sont les algues dans le monde du vivant. Donc ici je vous ai donné un arbre des eucaryotes. Vous voyez que les groupes, les taxons que j'ai entourés sont des taxons que l'on appelle des algues, qui font partie des algues. Donc vous avez la lignée verte, donc les glycophytes qui sont des algues unicellulaires, les rhodobiontes c'est des algues rouges, rhodos c'est rouge, chlorobiontes c'est des algues vertes et tous les descendants des algues vertes, enfin les descendants, les groupes frères des algues vertes, vous avez aussi les embryophytes, c'est-à-dire les plantes terrestres, c'est pour ça que j'ai mis un sapin, mais dans les chlorobiontes vous avez aussi les algues vertes comme la laitue de mer qui fait notamment. Ensuite vous avez un groupe qu'on appelle la lignée brune en taxon, donc ça c'est les algues qui sont plutôt de couleur brune, et puis les aptophytes, donc ça c'est les cocolithes qu'on trouve notamment dans la craie, donc ce sont des algues puisqu'elles contiennent des plastes, elles sont capables de faire la photosynthèse. On a des algues unicellulaires comme les dinophytes, les euglénobiontes, les cryptophytes, les chlorarachnophytes, bien sûr je ne vous demande pas de retenir tous ces mots, mais vous voyez qu'ils sont dispersés dans l'arbre des eucaryotes et que je ne peux pas trouver un ancêtre commun à tous ces groupes. Donc, en fait, c'est un groupe qui est polyphylétique. Il y a également un groupe de prokaryotes, c'est-à-dire de bactéries, qui est capable de réaliser la photosynthèse. Ce sont les cyanobactéries. Vous connaissez les cyanobactéries puisque c'est une des premières formes de vie sur Terre qui a été à l'origine de l'augmentation de la concentration en oxygène dans l'atmosphère au tout début de l'histoire de la vie sur Terre. Donc, il y a des algues aussi bien prokaryotes sans noyau, de type eubactérienne, que des algues eucaryotes avec noyau. Et dans les algues eucaryotes, il y a soit des algues unicellulaires, comme les dinophytes, par exemple, ou les glycophytes, et des algues pluricellulaires macroscopiques, donc avec trois grands types d'algues macroscopiques, les algues vertes, les algues brunes et les algues rouges. En mettant toujours algues avec des petits guillemets. Donc si je reviens sur les cyanobactéries, c'est le groupe le plus important de bactéries photosynthétiques. Elles réalisent la photosynthèse oxygénique, c'est-à-dire qu'elle va utiliser l'eau comme donneur d'électrons, ce qui va libérer de l'oxygène après qu'ils aient libéré leurs électrons. Donc c'est ça qui va être à l'origine d'une augmentation de la quantité d'oxygène dans l'atmosphère, parce qu'elles vont rejeter de l'oxygène. Et grâce à ces électrons de l'eau, il va y avoir réduction du CO2 pour former des sucres. Et donc on estime que ces premières formes de vie sont apparues il y a moins 3,6 milliards d'années. Donc une des traces de leur activité, c'est les stromatolites qui se forment en fait par leur activité photosynthétique. Et les stromatolites, donc on en voit encore à l'heure actuelle, il y en a par exemple en Australie dans la baie Shark, mais il y a aussi des stromatolites fossiles que l'on a pu observer et les plus anciens datent de moins 3,6 milliards d'années. Donc une cyanobactérie n'a pas de chloroplaste. Je précise, elle n'a pas de chloroplaste. Elle contient ce que l'on appelle des thylakoïdes, donc que vous avez ici. Les sacules sont délimitées par de la membrane, comme de la membrane plasmique, on va simplifier. Et dans ces membranes de sacules de thylakoïdes, on va trouver des pigments photosynthétiques qui vont permettre de réaliser la photosynthèse.
Ensuite, donc cette bactérie contient un ADN circulaire, caractéristique des prokaryotes de type bactérie, une membrane plasmique qui est entourée d'une paroi de type peptidoglycane. Et donc on peut trouver aussi des capsules de mucilage autour qui vont protéger la cyanobactérie. Donc le plus important, pas de chloroplastes dans une cyanobactérie. Alors ensuite, on arrive au groupe eucaryote. Donc dans les groupes eucaryotes, vous avez la lignée verte. Donc la lignée verte, ça porte mal son nom, donc c'est un groupe que l'on considère comme monophylétique, c'est-à-dire que quand on regarde, il y a un ancêtre commun qui a dérivé et qui a généré les glucophytes, donc qui sont des algues unicellulaires, les rhodobiontes, les algues rouges, et les chlorobiontes, les algues vertes, et puis les végétaux terrestres. Donc, les rhodobiontes, les algues vertes et les algues rouges, finalement, elles ont un ancêtre commun, et donc elles appartiennent à un groupe monophylétique. Donc, ces algues de la lignée verte, elles ont subi ce qu'on appelle une endosymbiose primaire, qui fait qu'elles ont, grâce à cette endosymbiose primaire, c'est ce que vous allez travailler dans votre dossier, elles ont pu acquérir un plaste qui contient deux membranes. Quand on regarde le chloroplaste, par exemple d'un épinard, qui appartient à cette lignée verte, on a un chloroplaste qui est délimité par deux membranes. Donc voilà, ici je vous ai remis la structure d'un chloroplaste. Qu'est-ce qu'on voit? On a donc une membrane externe, une membrane interne, un espace intermembranaire, donc il y a bien deux membranes. On a un chromosome circulaire à l'intérieur, des thylakoïdes, donc ça, tilt, ça peut penser aux cyanobactéries. Et puis à l'intérieur, on peut aussi avoir des ribosomes. Et donc quand on regarde en fait le chloroplaste et la cyanobactérie, on se dit bah dis donc, elles se ressemblent quand même beaucoup. On a des thylakoïdes dans les cyanobactéries, un génome bactérien de type circulaire, et on retrouve la même chose dans le chloroplaste. Donc finalement, en fait, l'endosymbiose primaire, c'est une théorie qui est maintenant bien démontrée, qui stipule que finalement les cyanobactéries, à un moment donné, elles ont été phagocytées, donc comme un macrophage phagocyte une bactérie, sauf que la bactérie est restée à l'intérieur de la cellule qui a phagocyté, elle n'a pas été dégradée, et elle a été enveloppée par une autre membrane, la membrane de phagocytose, ce qui va faire une deuxième membrane autour de la bactérie. Donc il y a la membrane de la bactérie et la membrane de la phagocytose, et la cyanobactérie est restée durablement dans la cellule qui a phagocyté, et elle va garder ses capacités à faire la photosynthèse. Et donc cette cyanobactérie phagocytée qui reste durablement dans la cellule hôte, c'est finalement transformée en plaste. Et c'est ça qu'on appelle une endosymbiose primaire, c'est une phagocytose d'une cyanobactérie par une cellule eucaryote qui n'était pas photosynthétique. Et on a pu montrer que c'était une cellule eucaryote qui avait un flagelle. Donc dans la lignée verte, vous avez les rhodobiontes, donc qui contiennent un plaste à deux membranes, puisque l'ancêtre commun de ces rhodobiontes et à ces chlorobiontes a subi ce phénomène d'endosymbiose, qui fait que tous les descendants ont hérité de ce plaste à deux membranes. Donc je vous ai donné par exemple Porphyra, qui peut être utilisé pour faire des sushis. Donc ce sont les algues rouges de nos côtes macroscopiques. Elles sont utilisées dans plein d'applications industrielles. Notamment, on va extraire la poudre agar-agar de certaines de ces algues. Donc, par exemple, quand vous voyez sur les emballages E406, en fait, c'est de l'agar-agar, c'est des sucres qui sont extraits des algues et qui vont donner une propriété gélifiante. Ensuite, vous avez les carragénanes, donc pareil, ce sont des polymères qui vont avoir plutôt un rôle dans la viscosité, qui vont augmenter la viscosité du milieu, mais ça va pas faire un gel. Donc ça, c'est un additif alimentaire qu'on appelle E407 et qu'on va extraire de Chondrus crispus que vous avez ici. Et une autre application des algues rouges, c'est qu'on peut par exemple en faire des amendements comme pour de l'engrais. Donc le merle, en fait, c'est des algues encroutantes parce qu'elles se sont doublées de matrices calcaires. Donc on va prendre ces algues dues, on va les broyer et donc ça va faire un mélange de calcium, de minéraux et de matière organique que l'on va pouvoir étendre sur les sols et donc ça va permettre la fertilisation des sols. Donc voilà des exemples d'application de ces algues rouges. Ensuite, on a les algues vertes, donc qui appartiennent au groupe des chlorobiontes. Dans les chlorobiontes, on a les algues vertes, donc c'est tout ça. Et si on regarde, on a un descendant aussi, les embryophytes, qui sont les plantes terrestres.
Donc vous avez dans les algues vertes des algues microscopiques, des algues macroscopiques, donc comme la laitue de mer, et puis vous avez les plantes terrestres. Donc pour les plantes terrestres, vous avez un cours avec Monsieur Bousquet. Donc le terme algues vertes, en fait, quand je regarde, c'est un groupe paraphylétique parce que je prends tous les descendants de cet ancêtre-là, mais j'oublie un des descendants, les plantes terrestres. Et donc on mettait les algues vertes dans un groupe inférieur avant, parce qu'ils n'avaient pas réussi la sortie des eaux, ces organismes. Donc voilà, c'était toujours cette notion de gradisme qui était utilisée. Et donc finalement, quand vous parlez de algues vertes, vous avez une conception gradiste des végétaux, en considérant que les végétaux terrestres sont plus adaptés que les végétaux en milieu aquatique. Des exemples d'algues vertes macroscopiques ou microscopiques, vous avez l'ulve, codium, cladophora, donc ça c'est des algues que vous pouvez trouver sur les côtes, et des algues microscopiques, la spirogyre, ça fait des filaments, et vous voyez, les deux filaments peuvent se regrouper pour faire des échanges de matériel génétique, donc c'est un phénomène de sexualité. Donc voilà pour des petits exemples. Et enfin, donc on arrive dans des groupes qui sont beaucoup moins connus, mais qui ont un intérêt dans le dossier que vous allez faire et qu'il faut juste connaître. Donc vous avez tous les aptophytes, les cryptophytes, les chlorarachnophytes et les straménophytes. Donc ça, c'est les algues brunes macroscopiques comme le fucus. Donc ça, c'est par contre celles-là elles sont connues, mais les autres sont moins connues. Donc ces algues, en fait, quand on regarde à l'intérieur de leurs cellules, elles contiennent un chloroplasme qui n'est pas délimité par 2 membranes, mais par 4 membranes. Donc ça, vous allez devoir essayer de le comprendre dans le dossier. Dans ces catégories d'algues qui contiennent des plastes à 4 membranes, on a donc la lignée brune. Dans la lignée brune, vous avez des algues macroscopiques comme le fucus qu'on voit bien sur les côtes. Si un jour vous allez vous balader avec la fin du déconfinement, sortez sur la plage si on a le droit et allez voir les algues. Donc vous avez les fucus. Vous avez aussi des algues microscopiques, donc par exemple les diatomées, qu'on étudiera l'année prochaine pour leur utilisation en tant que bio-indicateur de la qualité de l'eau. Vous avez donc les petits coccolithes là, donc ce qu'on appelle les aptophytes qui se trouvent dans la craie, donc qui sont des fossiles qu'on retrouve dans la craie. Donc leur test est calcaire, mais à l'intérieur on a une cellule qui contient des plastes, même si ça se voit pas. Et puis je vous ai parlé du mildiou, donc ce sont des algues qui ont perdu dans un second temps leur capacité à faire la photosynthèse, donc ils deviennent obligés de parasiter des plantes. Et maintenant, avant on disait que c'était des champignons, mais maintenant on sait que ça a plutôt une affinité avec ces groupes classés dans les algues. Et vous avez donc des cellules un peu particulières qui sont des algues que vous ne connaissiez peut-être pas, donc je vous les montre juste par curiosité. Donc on a les chlorarachnophytes, donc vous voyez c'est des algues unicellulaires qui contiennent des petits philopodes, c'est des extensions de leur membrane et qui se regroupent entre eux, donc vous les avez ici là, les petits philopodes. Là c'est la cellule et les petits philopodes. Ensuite vous avez les cryptophytes. Donc les cryptophytes, c'est des organismes unicellulaires, donc avec des plastes et deux petits flagelles, c'est ça qui permet de les caractériser. Et une dernière catégorie, donc ce sont des algues qui ont un peu subi le même phénomène à l'origine des plastes que les plastes à 4 membranes, mais eux ils en ont que 3, donc ça c'est un peu anecdotique, mais on peut les classer dans la même catégorie que les autres. Et donc vous avez par exemple les euglénophytes ou les dinophytes. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que les dinophytes ce sont des algues essentielles qui sont unicellulaires, qui contiennent des plastes à 3 membranes et qui vivent en symbiose avec des cnidaires, donc des polypes de cnidaires, on verra un peu plus ce que c'est, et ensemble en fait ils forment ce qu'on appelle les coraux. Et quand vous avez un blanchiment des coraux, c'est qu'en fait ces algues unicellulaires, notamment les zooxanthelles, c'est une espèce de dinophyte, disparaît. Donc on va avoir un blanchiment parce qu'il n'y a plus d'algues unicellulaires. Donc je vous ai mis des petites vidéos si vous voulez pour aller voir ce phénomène de blanchiment qui est dû notamment à un réchauffement de la température de l'eau. Si les coraux n'ont plus la capacité de faire la photosynthèse grâce à cette symbiose, et bien du coup ils vont dépérir. Et on sait que les coraux sont des hotspots de biodiversité. Les euglénophytes, ce sont des algues qu'on peut voir souvent en fait en faisant des prélèvements microscopiques dans des flaques d'eau.
Donc ils sont unicellulaires, ils ont un petit flagelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont mixotrophes, c'est-à-dire que s'il y a assez de lumière, ils vont faire de l'autotrophie. S'il n'y a pas assez de lumière, eh ben, ils vont être capables de réaliser la phagocytose et de se nourrir de petits, avec une hétérotrophie en mangeant de la matière organique. Alors les algues, elles ont un appareil végétatif qui n'a rien à voir avec les végétaux terrestres. Et c'est pour ça que cet appareil végétatif, on l'a appelé un thale. Et donc avant, les algues, on les appelait les thalophytes. Et on peut pas en fait décrire la structure d'une algue de manière générale, puisque vous voyez, les algues sont tellement différentes. On a des algues microscopiques, on a des algues qui sont en filaments, on a des algues macroscopiques. Donc en fait, on ne peut pas finalement décrire un plan d'organisation de ce groupe-là. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt parlé de leur acquisition des places, qui est le point commun de toutes ces espèces. Donc pour les espèces macroscopiques, on utilise le terme de thale pour désigner en fait une structure qui ne contient ni feuilles, ni tiges, ni racines, et qui donc s'oppose au terme de cormus. Donc avant, par exemple, les végétaux terrestres, il y avait une tige, une racine, des feuilles, on appelait ça les cormophytes, à opposer aux thalophytes. Donc les algues, les mousses, les champignons, les lichens n'ont pas de tiges, de feuilles, de racines, donc tous ils font partie du groupe des thalophytes. Ça ne permet pas de décrire que les algues, c'est juste donc pour désigner un appareil végétatif simple sans différenciation d'organes. Le plus différencié que l'on peut observer, c'est donc ce type de thale, où on va avoir un crampon mais qui n'est pas une racine, un stipe mais qui n'est pas une tige, et une fronde mais qui n'est pas une feuille. Ça ressemble mais c'est pas la même chose. Et l'ensemble forme le thale. Et ça c'est le thale le plus différencié qui existe. Et il y a différents types de thale. Donc par exemple si vous regardez l'ulve, l'ulve c'est juste une lame, une feuille. Voilà, et j'aime pas le terme feuille parce que ça... vous avez des thales en tube, entéromorpha, donc c'est entéro, c'est le tube digestif, donc c'est comme si ça ressemblait à plein de tubes digestifs collés les uns aux autres. Et le plus différencié, c'est les thales fucoïdes qui contiennent donc du coup un stipe, des frondes et des crampons. Donc l'algue, par exemple Ulva lactuca, donc la laitue de mer, elle est formée en fait d'une seule fronde, avec un petit crampon, et si je fais une coupe transversale de ce front, en fait on voit que c'est juste deux couches de cellules qui sont collées l'une à l'autre. Maintenant, si par exemple vous prenez les laminaires ou les fucus, donc ça ce sont des algues brunes, donc le thale va être divisé en trois parties, la base qui sert à l'ancrage, le crampon, le stipe qui supporte la fronde. Donc voilà pour cette brève introduction sur les algues. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un groupe polyphylétique qui a été regroupé sur le partage d'un caractère qui est le plaste, mais ce plaste a été acquis plusieurs fois au cours de l'évolution de manière indépendante, ce qui fait qu'on se retrouve avec des plastes à 2 membranes, des plastes à 4 membranes, des plastes à 3 membranes. Et donc dans l'exercice que je vais vous demander de faire par groupe, vous allez devoir me remplir, donc répondre aux petites questions à partir du questionnaire que je vous ai donné. Et il faut m'expliquer en fait d'où viennent ces plastes et pourquoi ils sont différents entre les groupes d'algues. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce travail et on fera la correction lors de la prochaine séance. À bientôt!